qui va permettre de limiter les actions et on va vraiment permettre de mettre en place notre site internet de A à Z sur de Switch. Donc comme je vous l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser l'offre mutualisée de Switch. Donc pour ce faire, ce que nous allons faire, c'est que comme je vous l'ai expliqué, on va utiliser cette offre-là pour lequel on utilisera donc ces panels. Ces panels, vous pouvez y avoir accès, comme je vous l'ai expliqué, depuis votre Gmail où vous allez recevoir, lorsque vous allez souscrire à cet abonnement-là, des codes. Et par-dessus, vous pourrez du coup suivre les anciens tutoriels pour mettre en place le projet. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons l'optimiser et vraiment pousser et pousser notre optimisation. Le but, c'est d'avoir un projet qui sera à la fin de cette vidéo prêt à l'emploi et vraiment parfait pour pouvoir commencer à débuter avec un site internet. Bien évidemment, il y a encore d'autres options qui pourront être ajoutées par la suite dans le prochain tutoriel. Par exemple, si on a un système Gmail, comment par exemple mettre le système Gmail avec O2 Switch pour qu'on n'ait pas d'erreur. Également, si on a un système de contact et qu'on souhaite nous-mêmes être contactés pour notre boîte mail, pour la sécurité et pour le chiffrement des données. On verra également d'autres vidéos où on demandera notamment à l'IA, etc., si notre système de sécurité au niveau de la gestion de carte bancaire est OK. C'est-à-dire que si demain on a une plateforme qui n'utilise pas Stripe mais qui utilise soi-même son propre système de paiement, il faut que du coup les cartes soient bien encryptées et que aucun password, aucune carte de crédit soit en visible et soit en clair. Donc ça c'est également des sécurités à rajouter, mais aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment se concentrer sur la finalité du SEO et notamment sur la finalité de la sécurité. Donc la première chose à faire, ça va venir de compléter le Gitignore. Donc si vous l'avez pas fait, on va venir le compléter ensemble, ce qui va nous permettre de vraiment avoir un projet sur GitHub qui sera léger et vraiment classique. Donc là, vous voyez que moi, le mien, il est bien complet. Mais on va venir ajouter notamment des petits fichiers qui vont être intéressants. Donc bien évidemment, si vous avez Next, donc on aura les fichiers out, donc vnext et next. On va également pouvoir ajouter des fichiers en plus. Par exemple, on pourra rajouter work, qui sera un fichier également à extraire, enfin un dossier à extraire. On va donc avoir également tout ce qui sera les outputs, tout ce qui sera les outputs, et on va également rajouter donc tout ce qui sera les points Ansler. Voilà, pareil. Donc là, ça c'est à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir également donc les data. Data, je pense que je ne l'ai pas. Donc voilà, data, on a là. On va également rajouter donc le système d'upload qu'on n'avait pas rajouté. Donc on va venir le rajouter ici à ce niveau-là. On va également rajouter par exemple product. Donc dans notamment, hop, non, peut-être pas product parce que product c'est important de le garder. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra en place aussi backup. Hop, et on va venir également rajouter tout ce qui sera donc là, backups, il me manque un S, et on va venir rajouter également tout ce qui sera les fichiers au niveau des tests, donc les coverage on l'a, donc là il manque un slash à ce niveau-là. On va également rajouter donc le node module, on l'a également, et pour finir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter donc tout ce qui sera les logs au niveau de npm, donc à ce niveau-là on va descendre, on va rajouter donc pem, je l'ai déjà, et je vais également rajouter tout ce qui sera au niveau de la configuration de Vercel et au niveau du debug pour npm. Donc voilà, on va même peut-être pouvoir rajouter également pour les clés, étant donné qu'on va générer des clés aléatoirement, donc on peut rajouter le .key. Parfait. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on va donc avoir vraiment quelque chose de complet au niveau de notre Gitignore. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est que on va venir mettre en place, donc on va juste enlever le cache pour éviter que nos fichiers ne soient pas pris en compte. Donc ce qu'on peut faire, on peut faire par exemple un git rm cached, hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un .env.prod. On va faire un .env.dev. Et ensuite, on dira que ça sera du coup dans le dossier, ça sera donc dev slash nul, ou alors, c'est true. Parfait. Ah oui, là, il me manque juste, parfait, il me manque juste donc le double barre true, sinon ça fonctionne pas. Donc voilà, maintenant on peut faire un git statut pour voir un petit peu. Et donc là, ici, on voit bien qu'on a bien modifié donc le serveur, le robot, le gitignore et le makefile. Parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va venir donc supprimer dans la précédente vidéo, je vous avais montré un petit peu comment on pouvait rajouter une branche. Donc là, moi, dans ce cas-là, je vais supprimer cette branche-là, vu que c'était juste pour vous montrer. Et nous, on va vraiment faire une branche de déploiement. Donc on va faire voir toutes les branches et on va venir donc la supprimer. Cette branche-là ne nous servira plus à rien. Donc on va venir supprimer la branche. Donc là, hop, je vais actualiser. Et là, parfait, j'ai que la branche main qui est donc disponible. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans notre projet. On va venir faire un git add, git commit, -m, et je vais donc venir lui mettre fit, et on va mettre production files. Parfait. Donc là, ici, c'est bon. Et là, je fais un git push origin-u, origin main. Parfait. Donc là, maintenant qu'on a fait ceci, on n'a plus de problème. Donc là, maintenant, on va venir mettre en place donc un vrai système de démarrage. Donc, c'est-à-dire que nous, on va venir rajouter par la suite un système, donc notamment de listener, pour avoir le rate limit. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir faire le système de déploiement un peu plus poussé. Donc, au niveau du GitHub, donc aussi à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir un petit peu regarder
et le modifier si on a besoin. Donc on va vérifier qu'on a bien donc le name audit, on a bien le build, ici on a bien le sign, le test, l'install des dépendances, etc. Ici on a la bonne version, donc là celui-là on ne va pas le toucher. Ce qu'on va faire c'est que nous on va venir en rajouter un également. Donc là on va rajouter par exemple par la suite on pourra mettre un deploy.yml. Voilà, et on va venir ensemble le configurer. Donc pour ce faire, on va donc venir créer un fichier donc notamment .ssh. Donc là ce dossier il existe déjà, hein, mais nous on va venir du coup le créer s'il n'existe pas, et on va venir du coup générer une clé pour le déploiement. Donc voilà, donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc appeler deploy ou de switch, et on ira du coup dans deploy ou de switch. Parfait, donc là il me crée du coup notamment la clé, et ici on va devoir rentrer notre mot de passe. Donc là à ce niveau-là, ça va être le mot de passe qu'on aura pour pouvoir utiliser cette clé. Donc là il faut bien faire attention à mettre du coup votre clé, notamment cPanel, hein, ça sera plus facile pour la connexion ensuite. Donc là moi je fais entrer, pour l'instant je mets pas de mot de passe, on va mettre un mot de passe, tac. Parfait. Donc là, vous voyez que du coup, ma clé a bien été du coup déployée avec succès. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir venir se connecter dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc avoir une clé privée et une clé publique. Et maintenant, on va envoyer uniquement la clé publique. Donc pour envoyer la clé publique, on va venir donc taper cette commande-là qui va nous permettre de nous connecter sur le nom de domaine et de l'envoyer. Donc là, je l'envoie. Ici, il va me demander du coup le nom, le password, donc le password là de cPanel. Faites attention, là ici, vous pouvez mettre n'importe quel mot de passe. D'accord, pour pouvoir se connecter sur la clé. Et ici, il faut faire attention que ce soit le mot de passe de cPanel, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, une fois que vous avez entré le mot de passe, ça va être entré. Donc là, ici, on n'a pas d'erreur, c'est que tout est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se connecter dessus. Donc pour ce faire, on va donc venir exécuter la commande. Donc on vient coller celle-ci, cette commande-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire OK. Là, ici, il va te demander le password. Ce qu'on fait, c'est qu'on refait le même password de cPanel. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on a fait, c'est que du coup, on a bien ajouté. Maintenant, il va falloir juste qu'on ajoute. Du coup, également, il va falloir ajouter. Donc là, maintenant, ajouter, il va falloir mettre les permissions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lui rajouter les permissions. Donc là, on fait entrer. Ici, il faut faire attention à avoir bien mis le même nom que tout à l'heure, hein. Et là, on peut faire entrer. Ici, j'ai dû faire une petite erreur, sinon il me dit que ça ne fonctionne pas. Donc j'ai dû faire une petite erreur lors du déploiement. C'est juste que si j'ai rajouté du coup, hop, parfait. Et donc maintenant, j'ai plus d'erreur. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir faire donc l'alias, notamment en SSH local. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le rajouter nous-mêmes. Donc pour ce faire, on va donc venir chercher un fichier important sur la machine. Donc ça va être un fichier de SSH. Donc pour ce faire, on va venir chercher le SSH config. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc venir vérifier si on a bien déjà une clé ou pas. On va venir taper cette commande-là pour vérifier qu'on est bien, oui ou non, du coup, ce dossier-là. Ici, on voit bien qu'on a bien notre deploy, switch, etc. ou de switch, etc. On n'a pas de souci. Maintenant, on va venir vérifier si la config ici, si elle n'existe pas, on va venir la configurer nous-mêmes. Donc pour ce faire, on va venir taper la commande celle-ci. Ici, on voit qu'on n'a rien, et donc on va venir donc se créer notre problème, donc notre configuration. Donc on fait un nano, et on va juste venir récupérer du coup, hop, cette URL-là. Donc pareil, du coup SSH config. On fait OK, et à ce niveau-là, on va venir rajouter nous-mêmes du coup notre configuration. Donc pour ce faire, on va venir ajouter. On va donc venir ajouter notre alias. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va l'appeler donc à ce niveau-là, je vais venir l'ajouter. Ici, je vais donc l'appeler deploy au de switch pour pas avoir de soucis. Le port 22, le user c'est l'UKM et on a bien le hostname. Et ici, ce qu'on appellera, on l'appellera du coup O2, notamment par exemple Vinted clone. Ça peut être intéressant de l'avoir comme ça pour qu'on ait vraiment l'alias qui soit correspondant parfait. Donc maintenant, on fait un CTRL O pour enregistrer. Je fais OK et CTRL X pour quitter. Maintenant qu'on fait ça, on va venir lui rajouter les permissions. Donc on fait un ch mode 600 et on va donc venir lui rajouter hop, à ce fichier-là, du coup, la permission. Et là, on a donc bien rajouté la permission. Maintenant, je peux faire un SSH, donc O2-Vinted clone pour tester. Et ici, il va me demander le mot de passe. Donc ça va être le mot de passe de votre nom de domaine, hein, faut faire attention. Je mets le mot de passe. Et ensuite, je vais entrer. Et là, on est bien connecté, du coup, sur notre nom de domaine. Là, si je fais un ls, vous voyez qu'on va donc avoir bien tous mes fichiers qui sont, du coup, dans l'espace cPanel. Là, je peux donc avoir mon Vinted clone et on n'a plus de soucis. On a bien créé, du coup, un alias direct depuis notre Mac vers le dossier, du coup, cPanel, vers notre espace cPanel. Ce qui était le plus compliqué, objectivement, car maintenant, il va juste falloir de configurer un petit make qui va être très très simple pour pouvoir vraiment faire un déploiement automatique et vraiment rapide. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc créer notre makefile. Donc on va se rendre ici, on va venir descendre, et à ce niveau-là, au niveau du makefile, on va venir nous-mêmes donc le configurer. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier donc qu'on est bien makefile bien écrit, et on va venir nous-mêmes le coder. Donc à ce niveau-là, je vais vous expliquer un peu comment il fonctionne. Donc on va mettre shell, donc shell ssh alias, donc ça sera comme vous venez de le configurer quand on vient de faire un ssh, donc là ça sera O2 Vinted clone.
Ici, ça sera du coup notamment le remote app, donc là où c'est qu'est stocké notamment mon dossier sur ces panels. Et ici le node activated, donc ça c'est notamment activate, notamment ça c'est ce qu'on a lorsqu'on a créé nous-mêmes dans la présente vidéo le node. À ce niveau-là, le remote app, on va quand même vérifier qu'on ne se soit pas trompé, donc on va venir vérifier dans l'espace technique, dans gestionnaire de fichiers. Et ici, si on descend, on va donc avoir notamment le Vinted clone. Voilà, on a bien Vinted clone. Donc à ce niveau-là, on n'a pas de souci à se faire. Ensuite, on va donc avoir notamment nos make tests. Si je fais un make test, je vais donc avoir npm test qui va se lancer. Pareil pour lint, pareil pour build et pareil pour audit. Et maintenant, on va donc avoir notre système de sync, dry et sync. Ce qui va nous permettre en gros de faire la liaison entre notre cPanel et notre Mac et de voir tout notre projet qui va lui-même se mettre automatiquement en place. C'est-à-dire qu'on va donc juste en faisant un simple make deploy, on va donc avoir toutes les commandes qui vont se mettre en place. Si je fais un make deploy, en fait, vous voyez que ici, je vais juste faire un écho pour lui dire Vinted Clone a été déployé avec succès. Toutefois, ici, vous voyez qu'on a par défaut des commandes, une série de commandes. Donc, ce qu'il va faire, c'est que quand on va faire un make deploy, il va faire un check. Donc, le check, si je remonte, il va donc venir faire check. Et le check, il va faire donc test, lint, build, audit. Donc, en gros, il va faire ces 4 commandes-là par défaut. Ensuite, il va venir, donc une fois que tout va fonctionner, etc., on va venir faire sync. Sync, si je remonte, à ce niveau-là, on va donc faire cette fonctionnalité-là qui va nous permettre notamment de se connecter au SSH et d'exclure tous les dossiers qu'on ne veut pas pour pouvoir renvoyer donc sur le serveur notre projet qui va être notamment amélioré et modifié avec les modifications qu'on aura faites, les nouveaux fichiers, etc., tout en excluant les fichiers qu'on ne veut pas. Ensuite, pareil, on va faire un remote install qui va permettre de réinstaller. Admettons, demain, on veut, par exemple, dans cette vidéo, nous allons ajouter après par la suite une librairie qui va nous permettre d'ajouter de la sécurité. Eh bien, on va vouloir que automatiquement sur notre serveur, cette dépendance soit installée, d'où le remote install. Et on fera un restart pour notamment remettre en place notre projet, enlever le cache, etc. Et ensuite, on fera un else, donc ça c'est propre à mon serveur, c'est pour notamment tester si on n'a pas de soucis. Et ensuite, on fera un ready pour vérifier qu'on n'ait rien qui soit cassé dans le code. Voilà. Là, vous pouvez un petit peu vérifier un petit peu le code, comment il est, le makefile. Vous pouvez complètement le copier-coller, hein, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment quelque chose qui sera rapide et efficace. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, du coup, on va venir faire un make sync pour que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, si on fait un make sync et on va venir par exemple faire un sync dry pour tester un petit peu. Donc là, ici à ce niveau-là, il me demande le password. Donc là, c'est le password toujours de ces panels. Je viens le copier-coller. Et à ce niveau-là, hop, on le colle. Et ici, il me dit que il me dit aucune erreur, enfin rien, donc ça veut dire que a priori tout a fonctionné correctement. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que du coup, j'ai juste rajouté un "-n" pour éviter qu'on ait des problèmes, etc. Donc là, maintenant, ce qu'on a fait, c'est que on va venir donc savoir un petit peu quelles sont les requêtes. On aimerait bien créer un fichier qui nous permet d'avoir une vision un peu plus globale des logs sur le serveur. C'est-à-dire qu'on aimerait un petit peu gérer si on a des problèmes ou pas sur le serveur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter un fichier. Donc on va venir notamment à ce niveau-là fermer la terminale. Au niveau du serveur, on aimerait bien rajouter un nouveau fichier qu'on appellerait par exemple observability.js. Et ce fichier-là, ce qu'il ferait, c'est qu'il utiliserait du coup un système d'encryptage pour vérifier un peu notre IP, vérifier un petit peu les requêtes, et avec un système de rigueur, avec un système de regex et un système du coup de logger, nous renvoyer un petit peu si on a des problèmes ou pas. Ça pourrait être une sécurité en plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir donc les cookies qui vont être récupérés, on aura donc le token, la session, les bodies, etc. Donc ça, c'est une sécurité qui peut être intéressante à mettre en place. Donc voici le fichier, je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, pareil, on utilise notre crypto pour avoir un système d'encodage. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc avoir une fonction request, donc contexte, qui va nous permettre notamment de d'avoir en log toutes les requêtes qui vont arriver sur notre serveur. On aura également un logger, le système de logger à ce niveau-là, qui va nous permettre donc notamment, en faisant des consoles.log, d'avoir notamment toutes les requêtes qui vont arriver sur notre serveur. C'est une sécurité qui est en plus, comme je vous l'ai expliqué, et qui va nous permettre notamment de récupérer le password, les cookies, le token, la body et la session secrète sans qu'on ait de problème. Ça va nous permettre également de filtrer les requêtes venant d'un autre site sur notre site. Voilà, donc je vous conseille de récupérer un petit peu ce fichier et de le copier pour que vous ayez vous aussi un système de sécurité assez important. Donc maintenant ce qu'on va faire également au niveau de la sécurité, donc on a mis un système qui va observer, mais il faut maintenant un système qui se met en place, qui vraiment fait des actions. Nous, on va vouloir mettre maintenant un fichier de sécurité qui va nous permettre notamment d'avoir un système de rate limits, qui va également permettre de limiter les requêtes, de limiter si demain on a énormément de spam sur le site internet avec des requêtes extérieures, et que ça évite d'avoir des injections SQL ou bien encore énormément de problèmes sur notre site. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un fichier donc security à ce niveau-là .js. Donc ce fichier-là, il va permettre de mettre un système de rate limit et notamment quand on fera des requêtes en poste. C'est-à-dire que demain, si je vais sur votre site internet et que je mets lucasm.odns
.fr et que je l'envoie donc par exemple sur votre API et votre API admettons c'est login et que j'envoie cette méthode en post et que je l'envoie donc je fais un petit bot qui va faire une boucle for i in range par exemple je mettrai donc en mettant cette voilà et ce que je vais faire c'est que je vais donc lui dire tu appelleras donc cette API là et donc tu vas tester les nombres notamment par exemple une combinaison de mots de passe qui ira de i donc de 0 jusqu'à environ ce chiffre-là. Voilà, c'est à peu près pour vous expliquer. En fait, c'est pour éviter ce système-là. Et si, admettons, ben nous on met en place cette sécurité-là, lorsqu'on atteindra, donc lorsque i atteindra par exemple environ, ben, je dirais par exemple 500 ou même 400, là à ce niveau-là il va bloquer et on va dire trop de limites, trop, la limite est atteinte, trop de demandes effectuées. Donc on va mettre en place cette sécurité-là. Donc pour ce faire, on va venir donc rajouter ce code-là, donc on va écrire donc les méthodes. Ici on aura trois méthodes possibles, post, patch, delete. Donc patch c'est notamment pour faire des updates, hein, lorsque vous mettez à jour des données qui sont déjà existantes. Post c'est pour seulement faire des demandes, hein, lorsque vous faites login, logout, etc. Et delete pour supprimer, notamment pour supprimer des données. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc mettre maximum 120. Pareil, donc là, c'est au niveau de la session qu'on va récupérer. Et comme je vous l'ai expliqué, on va faire un X-rate limit qui va nous permettre donc de limiter les requêtes. Vous voyez ici, le JSON va renvoyer si on a trop de requêtes qui ont été effectuées. Je vais donc dire trop de requêtes, restez dans quelques instants. C'est pour limiter et éviter d'avoir un système de brute force. Donc ce système-là fonctionne comme je vous l'ai expliqué, donc c'est moi qui l'ai fait et ça marche sur un système d'IP. C'est-à-dire qu'on va récupérer l'IP courante de la requête d'où elle vient et ça va limiter. On pourra même mettre par la suite un système de ban qui peut limiter les requêtes vraiment considérablement. Donc là ici, dans ce cas-là, vous allez voir, vous voyez qu'ici donc le user et l'IP, ça va nous permettre vraiment de cibler d'où les requêtes viennent et non pas d'un navigateur qu'on peut fermer ou mettre en navigation privée. C'est vraiment l'IP de l'ordinateur qui vous envoie la requête, qui va être filtrée et qui va être limitée. Voilà. Et ici, à ce niveau-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va lui permettre d'avoir un système de permission dans le navigateur. Donc à ce niveau-là, c'est une sécurité qu'on a rajoutée. Donc là, maintenant, dans ce système-là, on aura quelque chose qui va permettre vraiment de filtrer considérablement ce système-là. Si, bien évidemment, vous pourrez toujours rajouter d'autres choses par la suite. Donc maintenant, on va venir modifier notre app. Donc au niveau de l'app, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc lui rajouter plusieurs modifications pour qu'il soit lui aussi vraiment prêt à l'emploi. Donc à ce niveau-là, on va venir donc prendre le fichier et le corriger. Voilà, donc là, voilà un petit peu notre nouveau fichier app qui va venir permettre de mettre un système beaucoup plus poussé de sécurité. Donc à ce niveau-là, je vais vous expliquer un petit peu. Ici, on a un fichier session, bon, on viendra le modifier vite fait un petit peu après, mais ça, c'est pas le plus important. Mais vous voyez qu'ici, maintenant, on prend en place du coup un système donc, de security. On prend bien en place notre système qu'on vient d'ajouter. Pareil pour l'observability qui va venir être ajouté à ce niveau-là. Ce qu'on fera, c'est qu'on viendra juste rajouter. Donc là, ici, vous voyez qu'on a le store. Donc ça, c'est pour le store. Ici, donc, je vais avoir le système de session Redis, le système d'Express. Mais on va également venir rajouter donc, notre système de sécurité. À ce niveau-là, on va donc faire un app use et on va venir lui rajouter, comme je vous l'ai expliqué, le système de sécurité. Pareil ici, on viendra rajouter app use, donc security headers. Vous n'êtes pas obligé de recopier le code exactement comme celui-là, mais vous pouvez juste rajouter un app use et le security.header. C'est la fonction qu'on a créée juste ici. Pareil pour ici, si vous descendez, vous pouvez juste récupérer le app use avec le corps comme ceci. Vous pouvez même copier ce fichier-là et l'envoyer à Claude pour qu'il vous fasse vraiment quelque chose de similaire et qui vous récupère toutes les fonctionnalités qu'on a faites nous-mêmes. Et ensuite, vous pouvez du coup l'adapter à votre projet. Donc voilà, donc ça c'est à peu près tout pour ce problème-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un make test pour voir qu'on n'a rien cassé, pour vérifier qu'on n'ait rien cassé. Donc je fais un make test. Ici, il me dit que tout fonctionne correctement, hein, j'ai pas de problème. Vous voyez, j'ai même un peu plus un système de log qui va vraiment être encore plus poussé avec le système qu'on a mis en place. Parfait. On va faire un make lint également pour vérifier qu'on n'ait pas de problème. Parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire le premier déploiement. C'est-à-dire qu'on va venir nous-mêmes commencer à faire le déploiement. Donc pour ce faire, on va faire un make, donc sync dry. Parfait. Donc là, on a besoin de mot de passe. Parfait. Donc maintenant, on fait un make deploy. Et là, au make deploy, ici, on peut juste regarder que tout fonctionne correctement. Donc là, vous voyez qu'il fait bien le vite build. Parfait. Et là, il a besoin du mot de passe. On lui redonne le mot de passe. Et à ce niveau-là, il est en train de transférer tout. On me redemande le mot de passe. Je le redonne. Donc toujours le mot de passe cPanel, hein, bien évidemment. Ici, il me le redemande, je le fais également. Donc là, il me dit que on a du coup curl qui lui renvoie une erreur 500. Donc là, c'est peut-être dû parce que j'ai dû faire des erreurs dans mon code, mais bien évidemment, ça, il faudra faire attention et on va venir le corriger ensemble tout de suite. Donc là, on va peut-être se rendre sur notre serveur à ce niveau-là et on va voir pourquoi ça fonctionne pas. Ici, hop, on voyait qu'on a bien un problème et que du coup, il va falloir qu'on corrige ce bug tout de suite. Voilà, parce que là, on a quelques problèmes. Donc là, pour ce faire, on peut aller donc, dans ces panels et on peut se rendre notamment du coup au niveau, donc si je descends au niveau de
erreur et on va avoir accès à nos erreurs. Une chose à faire avant de récupérer cette erreur, donc là cette erreur est peut-être due parce que je voulais vous montrer un petit système de session qu'on va venir rajouter avant même de le bloquer. C'est-à-dire qu'on voudrait corriger un petit système de session pour pouvoir avoir le système de Redis et pour dire en gros que Redis est toujours actif. Donc c'est peut-être à cause de ce problème-là, on va venir nous-mêmes le corriger et ensuite on corrigera cette erreur-là si elle est toujours présente. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc créer un nouveau fichier qu'on va lier ensuite au système de session. Donc pour ce faire, on va aller dans le serveur. Au niveau de session, on va donc créer du coup un nouveau fichier qui va nous permettre de créer la session. Donc voici le nouveau système. Donc là, c'est un nouveau système qui va permettre de prendre en compte du coup le système de sécurité. C'est-à-dire qu'on va faire une classe session service et dessus, on fera quelque chose, notamment on fera un système de ping, hein. C'est ce système de ping là qui va nous permettre notamment de dire à Redis qu'on est toujours actif et qu'on n'a pas de problème. Là, je descends un petit peu, hein. Ici, j'ai donc le token haché avec la session, comme je vous l'ai expliqué. Et ici, on va faire donc un système d'encryptage de la session pour pas avoir de problème de sécurité. Pareil, hein, vous pouvez récupérer le code, ce qui vous permettra notamment de le passer dans votre projet et de ne pas avoir de problème. C'est à ce niveau-là qu'ici, c'est vraiment important, vu qu'on fait le custom rate limit, ce qui va nous permettre d'avoir la clé, l'IP qui va être stocké avec Redis et notamment de récupérer le nombre de requêtes de l'utilisateur. Voilà, on peut notamment descendre, faire le système de ping, et en gros, à ce niveau-là, et on aura envoyé Pong si cela fonctionne bien correctement avec le système d'achage, le système donc de la session pour le cookie, donc ça c'est pour les cookies, ça c'est pour le CSRF, comme je l'ai expliqué notamment dans les inputs, et ici c'est pour le système, notamment de token, si on veut parser correctement notre token. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais donc venir remettre en place ce serveur-là. Donc là, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un git add quand même, pour bien être sûr. Donc on fait un git add, git commit, -m, et donc on va lui dire fix security. Hop, et donc à ce niveau-là, ce que je vais faire un git push, -u. Je vais juste faire un git push vu que j'ai qu'une branche, donc c'est bon. À ce niveau-là, on est parfait. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on va revenir au système de déploiement. Donc on va faire un make sync -dry. Et donc on va venir refaire la même chose. Je vais donc venir faire OK. Ici c'est bon, et là je fais un make deploy. Et on va venir voir pourquoi on a un problème de déploiement. J'attends que tout rebuild correctement. Je fais OK. Là je refais OK. Et donc là je vais venir, donc c'était à ce niveau-là qu'on avait une erreur au niveau du restart. Donc voilà, donc au niveau de l'erreur, je sais ce qui était l'erreur, hein, j'avais un petit problème au niveau du start. Donc bien évidemment, ici, comme je vous l'expliquais, on a Passenger qui va poser des petits problèmes, et donc on va venir le corriger pour éviter qu'on ait d'autres soucis. Donc en gros, c'était un petit peu comme dans les présentes vidéos, Passenger, il est un petit peu particulier, et il faut vraiment qu'on appelle notre fonction avant de l'envoyer au Passenger, sinon ça ne va pas fonctionner, hein, vu qu'en fait il n'arrive pas à charger le serveur.js. Vu que du coup on a chargé avant du coup Passenger que notre serveur, on a donc un problème. Donc à ce niveau-là, ici pareil, il faut faire bien un create application et ensuite lui passer le den et dessus lui passer l'application, sinon ça ne va pas fonctionner. Vous voyez à ce niveau-là, ici on va devoir d'abord créer l'application et ensuite à la fin, ici à ce niveau-là, on va faire un shutdown et notamment un process.on. Vous voyez, c'est à ce niveau-là qu'on appellera, mais pas avant, sinon on va vraiment avoir un problème. Ici à ce niveau-là, il faut vraiment faire un as passenger pour pouvoir notamment configurer le passenger avant de l'envoyer. Et ici, je fais donc un app.app.listen pour pouvoir notamment lui envoyer l'instance de la configuration. Sinon, ça ne va pas fonctionner et ça va nous causer des erreurs. Donc là, je peux refaire un terminal. Hop, ici, si je refais un make, donc pareil, on fait un sync dry. Je repasse le password. Parfait, là, je fais un make deploy. Là, j'attends. Ok. Donc là, je vais devoir mettre le mot de passe. Je remets le mot de passe. À ce niveau-là, il me redemande le mot de passe. Et puis on va voir si tout est bien développé. Donc là, il me redemande le mot de passe. Et là, parfait, j'ai aucun problème. Il me dit que Reggie, database OK, Redis OK. Là, si je retourne du coup sur le nom de domaine et que je réactualise, normalement, je suis censé avoir parfait mon site internet qui fonctionne correctement. Donc maintenant, notre problème qu'on va avoir, ça va être au niveau de la base de données. Si on se rend un petit peu, donc notamment dans le store, donc si je récupère le store.js, ici à ce niveau-là, vous voyez que on va donc avoir quelque chose d'assez assez simple. Là, je fais l'initialisation de la base de données. Et ici, je fais un create user. Mais vous voyez qu'à chaque fois que je vais initialiser la base de données, je vais devoir tout récupérer, etc. Et c'est pas vraiment très optimal. On a quelque chose qui va être, donc là, normalement, je vais avoir une fonction hydrate listing. Hydrate listing, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir faire à chaque fois un select, un select, un select. Et c'est vraiment pas très important, c'est vraiment pas performant vu que je vais devoir faire environ 22 requêtes. Donc si j'ai 20 annonces, en fait, je fais 22 requêtes. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est avoir un système qui nous permet vraiment d'optimiser ce fichier-là.
on aimerait vraiment que du coup, on puisse récupérer les catégories de manière sécurisée et de manière rapide, et vraiment sans en ayant faire 40 000 requêtes. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir modifier le fichier. Donc on va venir donc par défaut mettre les catégories à ce niveau-là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir changer un petit peu le système de requêtes. C'est-à-dire qu'avant, on avait une requête image par annonce, et maintenant, on va avoir une requête image pour toutes les annonces. C'est-à-dire que si je descends, vous voyez, donc là, ici, ça changeait pas, hein, c'était pas vraiment la même initialisation, c'est juste que j'ai changé le formatage. Mais si on descend à ce niveau-là, au niveau des requêtes, voilà, au niveau de cette fonctionnalité-là, hein, qui permettait l'hydratation, je vais donc avoir un système de listening qui va venir récupérer toutes les commandes, enfin toutes les requêtes. Ici, vous voyez, je vais faire un select. Et en fait, une requête, elle va me permettre de récupérer toutes les annonces, ça va me permettre de récupérer toutes les images, enfin une image pour toutes les annonces. Et ça va vraiment permettre de simplifier, donc de passer de 22 requêtes à une requête. Enfin pour bien évidemment 22 images. Mais du coup ici à ce niveau-là, je vais vraiment avoir quelque chose qui va être beaucoup plus poussé et qui va être vraiment plus performant. Si je vous montre un petit peu comment fonctionne le code, etc. à ce niveau-là, si je remonte, vous voyez pareil, vous pouvez donc le récupérer, mais ça va être un système donc note crypto. Ici on va donc avoir le système de catégorie. Bon ça c'est propre, hein, propre à nous, on a l'initialisation de la base de données. Mais bon, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez récupérer ce fichier-là, donc qui est dans la description, et vous pouvez donc le passer à code, notamment à Codex ou à Cloud, qui va permettre, vous dites, oui, vous aimeriez que du coup votre store, enfin votre base de données, notamment vous aurez un fichier de base de données, soit vraiment ciblé par rapport à celui-ci, c'est-à-dire qu'il soit comme celui-là, qui soit vraiment performant de manière efficace. Vous voyez, pour qu'on ait quelque chose qui soit assez poussé et notamment vous permet de récupérer beaucoup de données de manière rapide et performante. Donc pareil, hein, vous pouvez récupérer le fichier dans la description. Et vous pourrez du coup le copier, notamment pour pouvoir améliorer. Donc là, c'est propre à mon projet là, hein, mais vous pourrez notamment du coup vous le faire également. Donc maintenant, on aimerait faire également un système de sécurité, on aimerait bien rajouter un système de backup. Donc on va venir faire un système de backup pour complet, pour pouvoir notamment récupérer nos fichiers si on a des soucis un jour ou pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un système de sauvegarde. Donc pour ce faire, on va venir faire un système, donc on va venir donc dans script à ce niveau-là, et on va venir rajouter un script qu'on appellera donc par exemple backup. Donc backup-production.sh. Et à ce niveau-là, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on pourra récupérer notre système, notamment avec les fichiers. Donc là, on va venir donc récupérer, donc là, ça sera donc Vinted Clone, hein, ça c'est propre également, et on va venir créer un dossier qui s'appellera Backup Vinted Clone. Pareil pour le secret file, et pareil, donc là, on va venir créer un MyCNF, ça sera notamment pour la base de données, pour avoir une archive également. Et on va venir donc faire un système de backend, donc ça va être un système qui va venir récupérer notamment toutes les données, tous les fichiers, toute la base de données, pour au cas où un jour on a un problème, notre site plante, on ne peut pas avoir accès au serveur, on aura bien évidemment une sauvegarde automatique. Voilà. Donc pour ce faire, on va donc avoir quelque chose d'assez classique, hein, tar, echo, là on va faire un zip, et on va juste en fait prendre notre projet et on va le mettre sous forme de zip. Donc ça c'est vraiment important. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire également pareil pour donc MySQL dump, donc on va venir faire la terminale. À ce niveau-là, on va faire un nano. On ira dans home slash lucasm. Et là, du coup, on va créer donc un vinted clone-mysql.cnf. Parfait. Et donc dessus, on va venir mettre notamment nos credentials. Donc là, vous pouvez coller. Donc là, ici, il va falloir mettre mon vrai password, mon user, etc. Donc là, vous jouez sur le remplir, hein. De moyen évidemment, après, vous faites un CTRL O pour enregistrer et un CTRL X pour fermer. Et ensuite, on peut faire un chmod 600 et on va donc lui mettre les permissions. Donc là, hop, on va récupérer et on lui met les permissions, bien évidemment. Juste, j'ai une petite erreur, donc ça veut dire que j'ai dû pas correctement mettre le fichier. Donc là, chmod, donc à ce niveau-là, il n'a pas dû être créé correctement. On va vérifier qu'il soit bien. Ben voilà, il n'a pas été créé correctement. Je vais venir le créer. Donc bien évidemment, j'avais un problème parce que ce fichier-là, il faut le créer, mais il va falloir le créer du coup sur le serveur. Donc au lieu de se connecter à SSH, ce que je vais faire, c'est que je vais venir directement dans gestionnaire des fichiers à ce niveau-là et on va venir donc ici créer nous-mêmes le fichier. Donc on va venir créer un nouveau fichier et donc ce nouveau fichier, ce qu'on fera, c'est qu'on l'appellera donc .vinted clone. Donc ça sera vinted clone-mysql et du coup ça sera .cnf. Voilà, et on va venir créer le nouveau fichier à ce niveau-là. Là, si je descends, on aura notre fichier ici et on va venir du coup l'éditer et on va venir du coup mettre notre configuration. Voilà, parfait. Donc là, et ensuite on peut faire, donc on va aller dans la terminale donc de cpanel, chmod 600 et du coup ça sera donc /home /lucasm / donc .vinted, donc c'est vinted clone-mysql.cnf. Donc là, on n'a plus de soucis, nickel. Donc maintenant qu'on a fait ceci, donc comme je vous l'ai expliqué,
on va retenir ici, on a donc bien notre fichier donc de backup pour la production. Ça c'est bon et c'est nickel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lui-même lui mettre les permissions, donc chmod. Pareil, donc là on va mettre plus X, ça sera script slash et on appellera donc l'appeler backup production.sh. Donc là il me dit qu'il n'existe pas parce que j'ai dû faire une erreur. Script, il me manque le T. Et là on est bon, parfait. On va également se créer un fichier pour vérifier les sauvegardes. Au moins, on n'aura pas de problème. Donc là, tous les fichiers qu'on est en train de créer, vous pourrez vous-même les récupérer depuis la description et les adapter, bien évidemment, pour votre projet. C'est juste notamment des scripts qui permettent d'avoir une vérification un peu plus complexe du projet. Donc là, on va venir copier ce fichier-là. Donc là, pareil, hein, backup vinted clone. Ici, on fera un db archive, upload archive, inf.archive, et on viendra du coup tout sauvegarder de manière sécurisée et performante. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on va venir ajouter nos fichiers. Donc on va ouvrir le terminal ici, et on va du coup ajouter ces fichiers-là. Donc on fait un git add git commit -m, et du coup on met fit backup. Parfait. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on peut faire un clear. Et donc maintenant, on va pouvoir faire le make backup. Donc on fait un make backup pour pouvoir tester un petit peu. Ici, il me demande le mot de passe. Toujours le mot de passe, c'est panel. Je viens donc le coller ici à ce niveau-là. Et il me dit qu'il a une erreur. Donc c'est parce que j'ai dû me tromper au niveau de la configuration. Donc il me dit qu'il ne connaît pas donc l'UKM script backup. Ah oui, parce qu'avant de faire ça, il faut faire un deploy. Donc avant de faire le make deploy, donc là, il faut que je fasse un make deploy. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est bon. Et là, maintenant, je peux faire un make backup. Donc à ce niveau-là, normalement, il est censé me trouver. Donc là, il me dit qu'il y a un problème avec le vinted clone backup.env. C'est normal, vu que dans le .env, en fait, on l'a exclu lorsqu'on a fait le make deploy. Donc ça, on peut par exemple l'exclure. Donc au niveau de la production, on va pouvoir par exemple exclure si on veut faire avec le .env. Donc ici, à ce niveau-là, vous voyez, il va falloir le rajouter. Il va falloir rajouter ce fichier-là. On va venir donc nous-mêmes le rajouter ici. Donc on va venir rajouter un .env. Hop, et à ce niveau-là, ça sera un fichier de configuration que bien évidemment vous devriez remplir. Donc pour le remplir, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on pourra rajouter des clés qui sont propres dedans, notamment vos clés d'API. Donc en fait là ici je vais donc avoir un problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retourner et on va venir l'éditer. Donc à ce niveau-là, on va venir faire un edit. Et on va venir du coup remplir toutes vos variables. Donc là, il faudra mettre donc le db name, il faudra mettre également donc le upload year, toutes les configurations que vous avez mis du coup dans le point .env. C'est-à-dire que vous pouvez même récupérer votre point .env. En fait, vous pouvez récupérer le point .env du projet qui se trouve juste ici. Donc là, si je retourne ici, que je vais donc dans le projet, que je descends ici dans le point .env, vous pouvez récupérer. Donc là, moi, je peux le faire parce qu'il y a mes clés, mais vous pouvez le copier et le coller. Et voilà. Et donc maintenant, ici, comme vous pouvez le voir, je peux refaire un make backup pour vous montrer. Ici, je renvoie le password et là il me dit que nickel, il a bien réussi à faire un dump correctement et qu'on n'a plus d'erreur à ce problème-là. Donc là maintenant qu'on a fait ceci, on n'a plus de problème au niveau du backup, on a bien réussi à faire un système de sauvegarde. Et du coup maintenant si on veut récupérer ou quoi, par exemple si on veut récupérer nos backups, on peut faire un make pool et là on peut faire un make pool backups. Et là on aura directement depuis notre projet, donc là il me demande le mot de passe. Et ici, donc là le mot de passe est bon. Et là vous voyez que du coup il m'a créé un nouveau dossier backup avec notamment tout notre projet qui a bien été. Donc là on a vraiment database, le database.tars, on a vraiment tout de A à Z, notre upload, notre fichier.env et le fichier pour database. Donc ça c'est vraiment propre à cette configuration qu'on a mis en place. C'est vraiment important si un jour vous avez un problème, etc. et que vous êtes dans l'obligation de récupérer votre projet. Maintenant, une dernière chose qu'on va voir, c'est le système de cron. Donc, c'est-à-dire que c'est un système de tâches asynchrones qui sont mis en place notamment des fois par Symfony Messenger. Ça va permettre de faire tourner des tâches en arrière-plan lorsque vous n'utilisez pas le serveur. Admettons, demain, on a envie de limiter le serveur et on a envie d'avoir un système Gmail qui va être envoyé à 40 000 personnes. Le problème, c'est que si on fait ça, donc là par exemple, si je me mets dans le Makefile pour vous expliquer, admettons que demain, je veux envoyer environ 10 000 Gmail mails. Le problème, c'est que si j'envoie 10 000 mails, le serveur il va surcharger. Donc là, je vais avoir une première personne, une deuxième personne, une troisième, etc. Sauf que du coup, ce qu'on peut faire, nous, c'est qu'au lieu de faire ce système-là, on va avoir un système de cron qui va faire j'envoie à une personne. Puis ensuite, j'attends 5 minutes, je vais envoyer une deuxième personne. Et en fait, il va limiter les tâches et ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir lui-même gérer ce système de cron en direct. Et automatiquement, il va venir appeler des commandes pour pouvoir mettre en place le système de cron. Donc à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment on le fait. Moi, dans mon projet, j'en ai pas besoin. Mais vous, si vous voulez faire un système comme ça, vous pouvez demander à Claude ou à Codex qui vous crée un système de cron. Et pour l'activer, vous avez besoin donc d'aller dans ces panels. On va venir retourner à ce niveau-là, espace technique. Et si je descends, hop,
on va venir redescendre à ce niveau-là et on va donc avoir tâche cron. Et ici, on va pouvoir lui rajouter toutes les minutes, les heures, etc. Vous voyez qu'ici, moi, j'ai des tâches cron qui sont en exécution. Je peux donc par exemple lui mettre que je veux que ma tâche cron soit exécutée toutes les 5 minutes. Et ici, par défaut, il va tout remplir. Et là, on pourra mettre une commande. Par exemple, j'aimerais bien qu'on ait un node-v. Donc, le node-v, ça soit exécuté toutes les 5 minutes sur mon serveur, bien évidemment. Voilà. Donc, ça, c'est propre un petit peu quand on veut faire des emails ou bien encore lorsqu'on veut faire un système vraiment complexe et global. Donc voilà, donc là c'est un petit peu propre pour votre projet. Donc maintenant, on a vu un petit peu comment était mis en place ce projet-là. Donc là, ici, je vous ai montré un petit peu comment le peaufiner au niveau de la sécurité pour notamment avoir un style de rate limit, pour avoir un déploiement qui soit automatique, etc. On va donc avoir également ici un quality qui permet vraiment de faire des tests en détail. Une dernière chose qu'on va faire avant de se quitter, ça va être de configurer le deploy.yml pour GitHub qui puisse avoir également un dernier déploiement en direct. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir récupérer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir faire un système, donc rajouter le système de déploiement. Donc là, ici, le quality, on va venir donc supprimer ce fichier-là, on n'a plus besoin. Hop. Et à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est que comme ici, il nous fait déjà nos tests, comme on a fait dans la précédente vidéo, ici, on va donc venir récupérer un système de deploy. Donc là, on va venir descendre et on va donc avoir un système de déploiement automatique qui va se faire. C'est-à-dire que lui-même, au de switch, il va venir déployer automatiquement notre système. On va même pouvoir en fait finalement récupérer notre fichier là et du coup on aura bien les deux qui fonctionneront ensemble. C'est un petit peu mieux pour avoir vraiment quelque chose de plus concret et d'avoir quelque chose qui sera vraiment performant. Donc là on peut même rajouter également par exemple un dernier qui sera par exemple, on va mettre dependabot.yml. Et donc du coup ça va permettre de tester si une dépendance ou pas devient vulnérable. Donc là à ce niveau-là, j'ai donc une petite erreur, on va venir la corriger. Et on va même du coup pas le mettre ici, on va le mettre au niveau de GitHub. Hop, à ce niveau-là, parfait. Donc là, hop, on n'a plus de problème et on a bien du coup tout est configuré correctement. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo dans laquelle je vous ai montré un petit peu comment on pouvait corriger tous nos problèmes, comment on pouvait améliorer notre système pour que vraiment le site internet soit prêt à fonctionner. Vous voyez qu'ici, on a un site qui est quand même relativement bien fait par l'IA, avec vraiment des sécurités qui sont assez poussées. Vous voyez qu'on a vraiment mis en place des sécurités qui étaient importantes. On a commencé par le début de la vidéo en faisant avec FileZilla vraiment du classique, et maintenant on a tout automatisé. Il vous suffit vraiment de faire juste un make deploy, et en faisant le make deploy, on a vraiment tout qui va être mis en place sur le site internet de manière sécurisée, automatisée. Vous n'avez même plus besoin de ces panels, à part le mot de passe bien évidemment. Vous avez toujours la possibilité de faire également du coup un git push en n'oubliant pas le git add et le git commit, mais le git push sur le master si vous voulez toujours travailler avant de déployer. Et par défaut, vous aurez également, donc là si je fais un git add, git commit, -m, et là que là je mets fixe, je vais mettre security et je vais mettre GitHub. Je fais un git push classique, je vais venir voir que sur GitHub, on va donc maintenant se rendre sur notre projet GitHub, on va avoir les nouvelles actions, c'est-à-dire qu'on va avoir les actions qu'on a rajoutées nous-mêmes. Vous voyez que ici, donc là j'ai main, hop, je réactualise. Donc là c'est que la branche auto-switch n'a pas été supprimée correctement, je vais venir la supprimer. Donc on va venir la supprimer, on va venir supprimer la branche. On va venir actualiser. Là je vais sur la branche main. Donc là, à ce niveau-là, ce que je viens de faire, c'est que parce que j'ai pas push sur la bonne branche, donc on va faire push-u origin master. Main, j'ai pas master, j'ai pas de branche main, c'est main. Voilà, je me suis trompé. Et donc là, ici, il me dit que tout est bon. Donc là, c'est parfait. Maintenant, on peut même juste du coup switch. Et on va switch sur la branche main. Donc là, je suis sur la branche main, je fais un git add, commit, -m. Et du coup, je vais lui mettre fixe security et GitHub. GitHub, parfait. Et donc maintenant, je fais un git push. Et là, du coup, ça va envoyer tout ça sur ma branche main, parce que je n'étais pas branché sur la main, j'étais sur switch. Donc là, voilà, on est bon et on a bien le paging avec du coup bien nos deux quality qui sont en train de s'exécuter. Si je fais un détail, vous voyez qu'on va vraiment avoir quelque chose de très complet qui va s'exécuter. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo s'il y en aura sur cette série-là, qui nous permettra de mettre en place peut-être d'autres choses sur notre site, si vous voulez qu'on fasse un système de cryptage notamment pour les emails, qu'on mette vraiment un système en place de worker. Par exemple, on pourrait rajouter un petit système notamment par exemple d'envoi d'email ou de newsletter. Je pourrais par exemple faire une petite vidéo où on rajoute un système de newsletter
navigateur avec Codex Cloud et avoir le système de tâches cron qui va venir fonctionner en direct. Donc n'hésitez pas à me dire dans la description ce que vous préférez, etc. Et j'aviserai pour vous en faire une vidéo. Donc je vous dis à très vite donc pour pour de nouvelles vidéos dans lesquelles nous verrons d'autres projets, etc. Peut-être voir comment on peut mettre en place un système avec Shopify, WordPress, etc. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.